Qui es-tu, Pierre ? Je suis un aventurier en fauteuil roulant. Et toi, qui es-tu, Myriam ? Je suis Myriam, la femme de l'aventurier en fauteuil roulant. Bonjour, je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR. Et tu écoutes Aller-Retour, le podcast du magazine Voyageurs. Et ceux qui parlent devant le micro, c'est Myriam et Pierre Cabon. Pierre est un aventurier en fauteuil roulant depuis qu'il a perdu l'usage de ses jambes dans l'attentat du Bataclan en 2015. Et Myriam Cabon, c'est la femme de l'aventurier en fauteuil roulant. Et ensemble, ils voyagent pour montrer que c'est possible. On peut les suivre sur leur média Wild World. Dernière aventure en date, l'ascension du mont Kilimandjaro et un premier documentaire pour immortaliser ce projet qui s'appelle En roue libre, à voir en avant-première au Festival international du film et du livre d'aventure de La Rochelle du 10 au 17 novembre 2024. Tu peux retrouver ce couple qui s'est lancé ce défi fou dans AR68, actuellement en vente avec la couve sur le Pérou. On s'est lancé le défi de faire l'ascension du Kilimandjaro en juillet 2022. C'est un défi, c'est une idée qui nous est venue parce qu'on est parti en 2019 en tour du monde et on avait envie de prouver que l'aventure était accessible à tous. Et donc on s'est dit, pour marquer un peu les esprits, il va falloir qu'on fasse des trucs un peu dingos. Donc on a commencé par le Machu Picchu au Pérou. Ensuite on est parti en Nouvelle-Zélande qu'on a traversé en tandem. Et on s'est dit, en Afrique, pourquoi pas le Kilimandjaro après tout. Je crois qu'à la base, c'est moi qui ai prononcé la phrase, mais globalement, c'était une idée collective. Stupide et collective. En quoi elle était stupide ? L'idée était un peu stupide dans le sens où c'est quand même quasiment 6000 mètres d'altitude. On n'avait jamais fait ça. On n'était pas des grands sportifs à l'époque, même si, comme disait Myriam, on avait traversé la Nouvelle-Zélande en tandem. Et clairement, je pense qu'on était un tout petit peu inconscients. On savait que c'était faisable, parce que sinon on se serait pas lancé dans l'aventure. L'avantage du Kili, c'est que c'est une montagne où il y a, entre guillemets, que de la rando. Je dis que de la rando dans le sens où c'est un sommet à 6000, mais il n'y a pas d'alpinisme, il n'y a pas d'aspect technique en fait à l'ascension, et c'est pour ça qu'on a choisi aussi le Kilimandjaro pour ce type d'aventure. Mais voilà, on avait vraiment envie d'un défi un peu fou, on avait envie de dire qu'on pouvait encore gravir des sommets, qu'on pouvait encore faire des choses complètement délirantes, et c'était cet objectif-là qu'on cherchait, quoi. Donc on a fait 5 mois de CrossFit de manière intensive, donc avec de 2 à 4 séances par semaine, et donc pour se remettre un petit peu en forme après les mois de Covid. Et ensuite on a dû chercher le bon équipement, donc c'était un fauteuil un peu différent de celui que j'ai d'habitude, pour qu'il soit plus solide, pour qu'il tienne plus la route, et à l'avant j'avais une 3e roue, donc une roue beaucoup plus grosse qui permettait un peu d'affronter les cailloux qui se présentaient à nous sur le chemin. Et ensuite le dernier truc, c'est on avait un système de harnais d'expédition polaire, donc un peu comme Mike Horn qui tire sa poulka. Je suis la poulka, et il y a quelqu'un devant avec des cordes qui tire et quelqu'un derrière qui pousse, et donc là on était aidés par nos coéquipiers, donc parce qu'on était partis à 6, et tous les porteurs qui nous accompagnaient sur les différentes étapes. Franchement, ça nous met tout de suite dans le bain en se disant ça va pas du tout se passer comme vous aviez anticipé. Donc le projet que vous prévoyez depuis 3 ans, vous l'oubliez, ça va pas du tout se passer comme ça. C'est assez dur en fait au départ, et c'est assez stressant, je pense, pour Pierre. C'est assez stressant pour nous aussi parce qu'on a peur de ce que ça va donner. C'est clairement une verticale qui nous attendait dès le départ, avec des rochers affleurants juste sous l'herbe, les roues qui bloquent dessus. Et en fait, à ce moment-là, l'AMSI tire très fort, Nyanda pousse très fort, une des 2 roues avant, clac. On était parti avec des roues cross, donc des roues de VTT un peu plus larges, donc il y en avait 2 accrochées l'une à l'autre, et on a fait une petite reconnaissance terrain, voir si le fauteuil allait tenir avec notre guide, et on est parti sur comment il s'appelle ? On est parti sur Le Mont Meru. Le Mont Meru, du coup, qui est à côté du Kilimandjaro, et le guide nous disait voilà, ça va être c'est un bon test pour voir si le fauteuil va résister au Kilimandjaro. Et quand on est allé faire ce test, en fait les guides
c'est assez difficile justement de comprendre comment fonctionne le fauteuil, comment est-ce qu'on tire, comment est-ce qu'on pousse en même temps pour qu'il y ait cette cohésion justement que nous on a réussi à trouver avec Myriam et Nico, et de manière à la transmettre au guide pour s'il devait nous aider pendant l'ascension. Et en fait à un moment il y en a un qui pousse, l'autre qui tire et ça bloque et en fait on casse une des roues avant, donc déjà petit souci, et en fait les roues arrière commencent à se désolidariser, j'ai un pneu crevé, sachant que ça faisait qu'1 heure qu'on était parti. Bon, ça partait mal pour l'ascension, sachant qu'elle commençait le lendemain, et en fait dans la nuit, notre guide a réussi à installer des roues de moto sur le fauteuil a pris 15 kilos, mais au moins c'était des roues increvables, ça c'est sûr, et voilà, et en fait on est parti avec ce nouveau fauteuil, ça a été une autre ascension, mais en fait c'est là où on se disait où on réalise en fait en Afrique ce système de la débrouille qui est quand même génial, et on savait qu'il allait avoir une solution s'il y avait une casse ou quoi, et il y en a eu une, et elle a très bien fonctionné. À la base, c'était ça l'idée, c'était de dire on part à 3, on sait qu'on a de toute façon toute une équipe avec des guides et des porteurs qui nous accompagnent, mais on part à 3 et on essaye d'en faire un maximum à 3. C'est tout de suite devenu assez difficile. En fait, quand on avait échangé avec le guide, il nous avait dit, vous inquiétez pas, il y a des escaliers, ça va le faire, je le vois bien. Et donc on a commencé l'ascension. Il y a en effet 1h30, 2 heures de bitume, on va dire, parce que c'est la route des ambulances, donc on peut l'emprunter en fauteuil facilement. Et en fait, dès qu'on entre dans la forêt, c'est des champs de pierre en vrac, très compliqués pour nous à aborder. Et clairement, on s'est rendu compte qu'on ne pourrait pas faire l'ascension à 3. Et donc, on a commencé une ascension à 15. Et en fait, là, les porteurs ont joué un rôle déterminant, parce qu'en fait, ils ont été source de système D avec des cordes, des branches, des troncs, pour justement m'aider et me porter par-dessus les tas de pierres. Et donc oui, c'est une nouvelle aventure qui a commencé pour nous 3. Ouais. J'ai rapidement un peu perdu, entre guillemets, le contact avec les autres de la team, parce qu'en fait, moi, je suis tout de suite entouré par entre 6 et 8 gars. Ça crée une autre ambiance, on va dire, pour ce début d'ascension. Et ce qui est assez marrant, c'est que nous, on était partis avec cette idée de dire que Pierre devait faire un maximum, et que l'objectif, c'était de faire notre projet et de pas faire subir, en gros, à des personnes sur place l'envie qu'on avait, nous, d'atteindre le sommet. Et en fait, il y a un moment où ça a été assez dur d'accepter que, justement, on était aussi, je dirais pas passif parce qu'on a été actifs tout du long, pour le coup, mais qu'on était autant aidés sur un projet qu'on s'était fixé, nous, dans l'idée. Et au final, on s'est rendu compte, vers la fin du projet, que l'équipe de guides et de porteurs s'était approprié, en fait, ce projet-là, et qu'ils avaient encore plus envie que nous d'atteindre le sommet à un certain moment. Et c'est ça qui était génial, c'est que du coup on a vraiment créé un lien, et on a vécu une aventure collective incroyable, quoi. Honnêtement, je sais pas si on arrivera en haut, si c'est raisonnable. Chaque pas devient un supplice, les jambes sont lourdes et les gars ils continuent à tirer comme des oufs, c'est un truc de dingue. Je me vois pas monter, j'adorerais, je rêve de pouvoir monter plus, mais là il y a un vrai blocage qui se fait. Le moment le plus dur dans ta tête ? Le moment le plus dur, évidemment, ça a été le moment du renoncement, et au moment où ça a arrêté. On était à 5566 mètres, et en fait là on a pris la décision d'arrêter parce qu'on est dans le pierrier de Jamaïca, et en fait dans ce pierrier il y a énormément évidemment de pierres, mais elles sont posées sur du sable, et le sable, évidemment, à chaque fois que les porteurs avancent, le sable bouge, les pierres bougent, et en fait, en effet, on est à 5005, la respiration est plus difficile, le porter en objet de 100 kilos, c'est pas naturel quand on est à ces altitudes-là, et en fait on on se dit il faut qu'on arrête à ce moment-là, et c'était à cette époque-là le plus gros sentiment d'échec qu'on ait vécu jusqu'à présent. Ouais. Est-ce que renoncer, c'était vraiment un échec, Myriam ? Sur le moment, oui. Sur le moment, ça a été vraiment dur à accepter. Maintenant, a posteriori, en fait, on se rend compte quand même de l'altitude à laquelle on est monté et de ce qu'on a fait. En fait, c'était un échec dans le sens où, forcément, quand on commence une ascension, on a envie d'atteindre le sommet. Le premier sommet, c'est Gilman's Point, et je crois qu'il est à 5007, pardon. Et nous, on est arrivé à 5550, et on a décidé de faire demi-tour, et on a 150 mètres pour arriver au premier sommet, et c'est hyper dur psychologiquement. En revanche, a posteriori, on se dit, mais en fait, est-ce que l'aventure, c'était pas ça, finalement, c'était pas tout ce qu'on a construit et tout ce qu'on a fourni comme effort et tout ce qu'on a vécu comme émotion? Et est-ce que vraiment le fait de faire 150 mètres de dénivelé en plus, c'était vraiment ça l'important? Et je pense que la réponse est clairement non, maintenant, mais sur le moment, c'est pas si facile que ça à digérer. Et le moment que vous n'oublierez jamais ?
Le moment qu'on n'oubliera jamais, je pense que c'est ce lever de soleil qu'on a eu à 4700 mètres, où là c'est le départ du coup pour cette dernière étape. Il est 6h du matin, quelque chose comme ça. Et en fait là on a toute la mer de nuages qui était là la veille s'était dissipée. Et en fait on voit le Kenya, on voit la Tanzanie. Et il y a il y a un truc qui se crée où on se dit en fait on est au pied d'un rêve. Et ouais, même si on s'est arrêté avant, clairement le moment était magique. Ouais. On est vraiment suspendu dans un paysage qui est complètement dingue. On est sur un effort collectif incroyable et c'est... Enfin voilà, on a vraiment créé un lien avec toute cette équipe. On est au top en fait de ce qu'on peut être. En fait, c'est la première fois effectivement qu'on fait un film aussi abouti sur une de nos aventures. On avait fait, c'était assez marrant quand on avait traversé la Nouvelle-Zélande en tandem. En fait, on avait pris des images, mais sans très bien savoir quoi en faire, parce qu'on était supposé repartir tout de suite après pour la suite de notre tour du monde, donc on pensait pas avoir le temps de faire du montage. Puis finalement, le confinement aidant, on avait monté un documentaire de 45 minutes, je crois, sur la traversée de la Nouvelle-Zélande. Et là, c'était vraiment top, en fait, du coup, d'avoir bossé avec Fabien. Il avait un vrai regard, une vraie manière de raconter cette histoire. Il était avec nous pendant la préparation. Quand on a fait un stage en montagne à Chamonix, il était avec nous. Il était avec nous sur le Kilimandjaro. Donc, il a aussi vécu ces moments-là et l'intensité de ces moments-là. Et du coup, je trouve que c'est génial parce que ouais, il a vraiment un angle qui est unique sur l'histoire et il a su faire ressortir le côté aventure collective plus que le côté défi sportif et physique. Et c'est ça qu'on aime dans nos aventures et c'est ça qu'il a réussi à capturer, donc c'est génial. Chaque fois qu'on était dans l'action, en fait, il s'arrangeait pour avoir ce qu'il lui fallait sans avoir à nous embêter à quoi que ce soit. Et en fait, c'est ça qui est très fort et qui fait que le film est vraiment naturel au maximum, en fait. Nous, on explore des nouvelles voies, des nouvelles randos qui n'ont pas été prises en fauteuil. On essaye et puis à un moment, ça passe ou ça passe pas, surtout quand on n'est que tous les deux. Donc faire demi-tour, c'est fréquent pour nous. La liberté, tu l'évoques beaucoup dans le film, enfin, c'est important pour toi. Vu de l'extérieur, on se dit, en fauteuil, c'est un peu restreint, mais en fait, toi, tu veux prouver le contraire, il n'y a rien qui t'arrête. Bah oui, il faut pas... En fait, ce qu'on veut montrer depuis le début, c'est que le fauteuil, c'est une option. Si l'environnement est adapté, en fait, il n'y a plus de questions à se poser si on est en fauteuil ou pas, parce que ça veut dire qu'on peut tout faire. Et voilà, et nous, on essaye de travailler justement avec des acteurs du tourisme, des offices de tourisme, des marques dans ce domaine-là, pour leur montrer qu'en fait, les aménagements ne sont pas si compliqués à faire, de manière à ce que tout le monde puisse en fait profiter de la vie comme il l'entend, et sans se poser de questions sur tiens, est-ce que si je vais là, est-ce que ça va être adapté pour moi, est-ce que je vais pouvoir faire les choses comme je l'entends, et donc nous on est un peu là en mode explorateur pour justement un peu tester et voir comment ça se passe, de manière à ce qu'on puisse transmettre justement toute l'info et les conditions quelles sont les meilleures conditions pour pouvoir réaliser cette expérience comme chacun l'entend. Peut-être juste revenir un peu avant dans ton histoire à toi, Pierre. Enfin, tu es quand même un rescapé aussi. Enfin, là, quand on te voit avec cet immense sourire, ces yeux, avec Myriam, vous avez l'air vraiment au top. Mais tu as traversé quand même des moments durs. Oui, moi j'ai eu la chance d'avoir un parcours de reconstruction assez fort, mais c'est vrai que j'ai été du coup blessé au Bataclan. Et en fait, le fait d'avoir été entouré m'a vachement aidé et porté en fait pour que ça aille plus vite entre guillemets pour me reconstruire et voilà, et après ça a été un enchaînement d'alignement de bonnes étoiles pour justement qu'on puisse avancer, qu'on puisse repartir en voyage et qu'on puisse se dire en fait on a envie de vivre de notre passion en fait, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est créateur de contenu dans le voyage, on travaille on voyage pour travailler, donc je pense qu'il n'y a pas meilleur métier que ça. Rescapé et aventurier. C'est ça, on peut dire ça. Exactement. Je pense que le fait d'être en fauteuil fait que la vie est plus intense après ce qui m'est arrivé. Et on a
Ouais, on a envie de la vivre à fond. Enfin, évidemment, enfin, quand on passe à ça de la mort, on a qu'une envie, c'est de pouvoir vivre la vie à 1000%, et de vivre et simplement de profiter et de découvrir d'aller au plus loin de nos limites, en fait. Non, mais effectivement, enfin, on a une vie qui est top, qui est hyper intense. Elle aurait été très différente si ça lui était pas arrivé, mais en fait, différent, ça veut pas dire mieux ou moins bien. Donc là, on fait avec ce qu'on a, et clairement, on fait des trucs plutôt cool. Donc c'est sympa. Votre prochain voyage rêvé, c'est quoi ? Alors là où on est un peu pénible, nous, c'est que les prochains voyages rêvés, en général, c'est des prochains voyages tout courant. Donc du coup, c'est plutôt sympa. Et là, il y a une destination, nous, qui nous faisait particulièrement rêver, qu'on devait faire pendant le tour du monde et qui a donc été annulée, et qu'on a la chance de revivre, de vivre très prochainement avec Nomade Aventure. On part en Namibie pendant 3 semaines. Et ça va être vraiment dingue. Donc c'est juste après le festival de La Rochelle, d'ailleurs. On part le lendemain, je crois. Et ça va être vraiment une aventure incroyable, parce que c'est des paysages qui nous font rêver depuis des années, et on était vraiment très déçus de pas pouvoir y aller en 2020 comme c'était prévu. Donc on a hâte de découvrir. Et on a un autre défi qui arrive. Alors après, ça dépend de quand est-ce que sera diffusé le podcast, mais en fait en mi-octobre on repart au Maroc. En fait, l'année dernière on avait participé, on avait été les premiers en fauteuil à faire le marathon des sables, du coup sur l'édition du Half. Donc on avait fait 55 km dans le désert, et là on y retourne cette année, et l'objectif est d'emmener d'autres équipes en fauteuil de manière à pouvoir organiser le premier marathon des sables avec une dizaine d'équipes en fauteuil. Un voyage impossible ? Un voyage impossible, je suis pas sûr qu'il en existe. Hein. À part l'Everest, bon, il y a un peu trop de monde déjà là-haut. L'Everest, c'est un bon exemple, et oui. C'est vraiment le truc qu'on n'a pas du tout envie de faire, donc c'est parfait. En fait, c'est vraiment nickel du coup. Voilà. Merci à vous deux, Myriam et Pierre Cabon, et on est plein d'admiration pour toutes les nouvelles voies que vous explorez. Et bravo à Pierre, qui a aussi porté la flamme olympique à Paris avec son sourire magnifique. On retrouve l'entretien dans le numéro 68 de AR Magazine Voyageur, actuellement en vente avec la couve sur le Pérou. Sinon, retrouve-nous sur le site ar-mag.fr, Insta, Facebook et dans les kiosques, bien sûr. Et pour ne rien rater de la série Aller-retour, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox et laisse-nous un commentaire, une bonne note. Ça fait toujours plaisir. Tu peux nous retrouver aussi sur Spotify ou Deezer. À bientôt pour de nouvelles aventures.